Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France où il doit s'entretenir avec son homologue français Emmanuel Macron. Déplacement à l'occasion également du Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale prévu ce jeudi à Paris. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara vise une croissance de 7% entre 2024 et 2027, une ambition réaffirmée dans son discours annuel devant le Parlement réuni en congrès. La Coupe du monde de football 2026, 48 sélections feront partie de la compétition, un événement très attendu par les Africains qui seront représentés par des équipes pouvant aller jusqu'au nombre de 10. Après plusieurs visites effectuées en Afrique de l'Ouest depuis son arrivée au pouvoir, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu ce mercredi 19 juin en France pour sa première visite officielle hors du continent africain. Le nouveau chef de l'État vient afin de prendre part ce jeudi au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, un événement qui sera suivi par sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron à l'heure où se pose plus que jamais la question de l'avenir du partenariat militaire entre les deux pays, une question qui figure parmi les nombreux sujets communs, toutes des questions économiques liées notamment à la réforme du franc CFA. Ce mardi 18 juin, dans son discours annuel devant le Parlement réuni en congrès, le président ivoirien Alassane Ouattara a renouvelé les ambitions économiques de son pays, notamment en matière de croissance. Pour la période 2024-2027, la présidence vise une croissance de 7% en moyenne, un objectif pas si loin de celui de 2023 qui tournait autour des 6,5%. Philippe Acquois. Le président Alassane Ouattara a dressé un bilan positif de l'économie ivoirienne lors de son adresse sur l'état de la nation face au Parlement réuni en congrès le 18 juin 2024. Selon le président ivoirien, malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19 et les chocs internationaux et sous-régionaux, le pays d'Afrique a enregistré un taux de croissance de 6,5% en 2023. Cette performance est attribuée à une gestion rigoureuse des finances publiques et un cadre macroéconomique solide. Le chef de l'État indique un taux de croissance attendu à environ 7% ou plus par an pour la période 2024-2027 grâce à une maîtrise de la dette et des réformes sectorielles importantes. Le programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international pour la période 2023-2026 s'exécute de manière satisfaisante. D'ailleurs, le FMI procédera à un nouveau décaissement de fonds avant la fin de ce mois de juin. Dans le cadre de la reconnaissance internationale de la résilience économique du pays, selon les chiffres, la Côte d'Ivoire est devenue en mai 2024 le troisième pays d'Afrique mieux noté en matière de dette souveraine après le Botswana et l'île Maurice. Avec un taux d'investissement passant de 9% en 2011 à plus de 25% en 2023, cette embellie résulterait de la confiance des partenaires bilatéraux et de la croissance continue du secteur privé. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la 9e économie du continent africain, la troisième économie d'Afrique francophone après l'Algérie et le Maroc, et la deuxième économie d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Sur le plan sécuritaire, le président Alassane Ouattara exprime sa satisfaction quant à la stabilité du pays. L'indice de sécurité du pays d'Afrique de l'Ouest est passé de 6,8 en 2011 à 1,2 en janvier 2024. À noter que cette amélioration sécuritaire sur l'ensemble du pays serait, selon le chef de l'État, liée à l'apaisement du dialogue politique dans le pays. Rétropédalage du gouvernement kényan qui a finalement retiré ce mardi 18 juin de son projet de loi de finances la plupart des nouvelles taxes décriées comme celles sur le pain et les véhicules particuliers très critiqués par la population. Celle sur le pain prévoyait d'introduire une TVA de 16%, ce qui a provoqué la colère et le lancement ces derniers jours d'un mouvement de contestation de ces taxes. Nathalie Maud. Rassemblés autour de l'Assemblée nationale pour protester contre l'introduction de nouvelles taxes, des manifestants ont fait face à une forte répression policière le 18 juin 2024.
Surnommée Occupy Parliament, l'initiative avait pour but de stopper l'adoption de la loi des finances 2024 en examen dans le pays. Interdites par la police, les manifestations ont conduit à des arrestations, notamment celle de l'activiste kenyane Hanifa Farsafi. L'association du barreau a appelé au respect des droits civils des manifestants. Les manifestations ont constitué un aspect crucial de l'histoire du Kenya et tout cadre juridique les régissant doit tenir compte de leur contexte historique et de l'équilibre entre l'ordre public et le droit de se réunir, de s'exprimer et de participer à la vie publique, qui ne peut être limité que sous la direction de l'article 24 de la Constitution. En signe d'apaisement, le gouvernement kényan a annoncé le retrait de 8 propositions fiscales sur lesquelles le président William Ruto s'appuyait pour financer son budget 2024-2025. La plus disputée, la taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur le pain, devrait être supprimée. We have listened to the view of Kenyans and we are all in agreement that there are two things that we must do. Nous avons écouté les points de vue des Kenyans et nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons faire deux choses. L'une d'elles est que nous devons protéger les Kenyans de l'augmentation du coût de la vie et dont la TVA proposée de 16% sur le pain a été abandonnée. Pour soutenir la réduction du coût de la vie, nous faisons quelque chose au sujet de l'huile végétale afin de ne pas la rendre coûteuse pour les Kenyans. En 2023, des hausses de l'impôt sur le revenu, les cotisations d'assurance maladie et l'augmentation de 50% de la TVA sur les produits pétroliers à 16% ont provoqué des manifestations contre la vie chère. L'exécutif kényan souhaite lever 2,7 milliards de dollars grâce aux nouvelles impositions, soit 1,9% du PIB, pour réduire la dépendance aux emprunts extérieurs. La finance islamique, un secteur en pleine croissance, il repose sur deux obligations, le partage équitable des pertes comme des profits pour tous les participants et des investissements qui portent sur l'économie réelle. Les soukouks, comme on les appelle, constituent une solution pour diversifier les investissements. En Afrique, certains pays commencent peu à peu à recourir à ce mode de financement. Philomentine nous dresse la situation de ces derniers mois. Depuis le début de l'année 2024, seulement 9 pays africains ont levé des fonds sur le marché de la finance islamique, selon un rapport du cabinet Abbas Cherif, spécialisé dans la finance islamique, basé en Côte d'Ivoire. Estimé à 5,52 milliards de dollars, ces fonds levés à travers l'émission de 773 soukouks souverains représentent 0,7% du montant des soukouks en circulation au niveau mondial. Les finances islamiques sont mal connues en Afrique et sont mal expliquées aux populations. Voilà pourquoi les populations ne s'intéressent pas à ce genre de financement. Il faudrait de la pédagogie et puis une ouverture justement des banques islamiques vers les populations, surtout les plus démunies, pour leur apporter leur soutien et leur montrer l'importance des banques islamiques et des crédits islamiques. C'est seulement en ce moment que les populations africaines pourront s'intéresser à ce genre de crédit. En matière d'émissions de soukouk sur le continent africain, la Gambie a été le pays qui a comptabilisé le plus grand nombre d'émissions, précisément 730 opérations pour un montant modeste de 446 millions de dollars. L'Afrique du Sud reste le pays le plus actif avec 1,54 milliard de dollars de fonds levés sur le marché de la finance islamique. Les avantages qu'offre la finance islamique, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc là, les populations verraient justement d'un bon œil justement ce genre de financement, ce genre de crédit et iront de plus en plus vers ces banques qui sont des banques très, très profitables pour le financement de leurs besoins les plus urgents. Selon le rapport du cabinet Abbas Cherif, le montant global des obligations compatibles avec la charia émise à l'échelle mondiale a atteint 778 milliards de dollars, ce qui représente environ 17% du marché global de la finance islamique. Toutefois, les pays africains semblent avoir du mal à tirer pleinement parti de cet instrument financier. Le Gabon demeure un territoire de transit et de destination pour de nombreux migrants originaires pour la plupart de pays voisins d'Afrique centrale et de l'Ouest. De ce fait, le risque de traite d'êtres humains est source de grandes préoccupations. Le gouvernement se dit engagé à renforcer sa législation afin de lutter contre ce phénomène. Esther Conan. Au Gabon, 17% des citoyens gabonais et 61% d'origine étrangère sont victimes de la traite des personnes, selon l'Organisation internationale pour la migration.
Ce trafic illicite s'effectue sous un éventail de pratiques telles que la servitude domestique, l'exploitation commerciale, voire sexuelle. Pour pallier le problème, le gouvernement gabonais entend renforcer sa législation sur le plan pénal pour réprimander drastiquement les auteurs de ces actes. Il y a énormément de personnes qui pensent toujours que le Gabon est le Eldorado, qui sont victimes de traite ou objets de trafic. L'OIM aujourd'hui est en train de faire la revue de la stratégie nationale de lutte contre la traite ainsi que du plan d'action national de lutte contre la traite qui sera assorti de budget que nous projetons de mettre à disposition de l'État gabonais. Réunis le 17 juin 2024 à l'occasion d'un atelier organisé par l'Organisation internationale pour les migrations, les autorités et la société civile gabonaise ont renforcé l'existant en matière de mécanismes de lutte dans le pays, aux fins de protéger les droits fondamentaux des personnes. Mon rôle ici est simplement de proposer et d'orchestrer les discussions pour trouver un accord sur les orientations stratégiques et les axes pour lutter dans les 5 prochaines années sur la traite des personnes au Gabon. Le Gabon, signataire de la Convention internationale pour la lutte contre la traite des humains depuis 2004, entend prévenir, réprimer et punir la traite des personnes afin d'interdire toute forme de traite et garantir la dignité des personnes sur le continent africain. Du sport maintenant, en gros plan sur une compétition qui est déjà dans tous les esprits. Il s'agit de la Coupe du monde de football 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L'événement sera le premier à rassembler 48 nations en phase finale contre 32 précédemment. L'Afrique, pour sa part, comptera 9 ou 10 équipes. José Douglas. Les amoureux du ballon rond attendent avec impatience ce rendez-vous du football mondial et ce sera à partir du 11 juin 2026 pour la 23e édition de l'épreuve quadriennale qui débutera dans le mythique stade Azteca de Mexico avec son lot de surprises et les éliminatoires en zone Afrique ou le Bénin qui pourrait pour la première fois participer à ce mondial après avoir créé la surprise en battant le Nigeria au 4e tour. Comment on a pu faire? Moi je pense que notre organisation, notre combativité, notre solidarité nous ont beaucoup aidés et que même mené 1-0, on n'a pas abdiqué, au contraire, on a pu revenir au score et marquer encore le deuxième but avant la mi-temps et en deuxième mi-temps, défense héroïque. Quant au président de la FIFA, il avoue que ce sera le plus grand événement, le plus grand spectacle, le plus grand tournoi que la planète n'a jamais connu. Je compte les jours comme tout le monde. 2 ans semblent très longs, mais nous savons que nous y serons très vite. Le monde s'arrêtera pour river son regard sur l'Amérique du Nord. Un record avec 48 sélections, 16 villes de 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. L'Azteca de Mexico, l'un des 3 stades hôtes du Mexique avec ceux de Monterrey et Guadalajara, entrera dans les annales du tournoi pour avoir également abrité les matchs d'ouverture des Coupes du Monde de la FIFA en 1970 et 1986. Aucune autre enceinte n'a accueilli 3 rencontres inaugurales jusqu'ici. Vivre cette première historique dans un stade emblématique comme l'Azteca sera un grand moment. Reste à jouer 6 journées à nos sélections africaines, et ce jusqu'au 4 octobre 2025. Parmi les grands rendez-vous, il y aura les tirages au sort des qualifications en Asie et en Océanie. La Confédération océanienne de football lancera 11 sélections dans l'aventure en septembre avec un billet direct à prendre. En UEFA, les équipes européennes se disputeront les 16 places en jeu entre mars 2025 et mars 2026. Avec 9 à 10 équipes, nos sélections, quant à elles, devraient bien figurer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.